Mais que se passe-t-il donc au château du duc d'Épernon en ce jour de l'année 1615 ? La présence royale de la régente Médicis, qui semble se réjouir du bon tour qu'elle vient de jouer aux réformés, est peut-être une indication. Et tout ce remue-ménage de soldats, de gardes et de cavaliers nous donne l'assurance que le château de Villebois devient le témoin d'un événement historique. Tous les hauts dignitaires de la cour de France sont séants en ces lieux ainsi que le haut clergé. Tous sont réunis sur cette terrasse de l'Angoumois pour honorer et faire escorte à leur jeune roi Louis XIII qui vient de prendre pour épouse Anne d'Autriche, infante d'Espagne. La sévère forteresse est aujourd'hui le témoin de fêtes somptueuses. Maître de cette place forte, Jean-Louis Nogaret de la Valette, duc d'Épernon, gouverneur de l'Angoumois, savoure son triomphe avec sa complice Marie de Médicis. Il a réuni autour de la suite royale toute la noblesse de France, ainsi que le représentant de notre Saint-Père le Pape, Monseigneur de la Valette, archevêque de Toulouse. Comme il ne saurait y avoir de fête sans présence féminine, les plus belles femmes du royaume sont présentes à Villebois. Les mousquetaires du roi attendent les ordres de leur capitaine, le marquis de Thémines, pour ouvrir la route à l'imposant cortège. Ayant manifesté le désir de connaître la jolie petite ville qu'il découvre du haut des remparts, ainsi que d'y recevoir l'obédience de ses sujets. Le carrosse royal, escorté par de Guise et de Bois Dauphin, les hommes d'armes, les gens de pied, les cavaliers de la garde, quittent le château pour le centre du bourg.
de Médicis voit s'éloigner bien à regret la régence. Seigneurs, bourgeois et courtisans dévalent les rues pentues pour être les premiers à présenter leurs devoirs aux jeunes souverains. Délaissant les travaux des champs, les paysans accourent pour savoir si ce nouveau roi leur permettra encore de mettre la poule au pot le dimanche. Seuls les ermites de Saint-Augustin ne participent point à ces festivités dans lesquelles ils ne voient que licence et préfèrent prier en leur chapelle pour que Dieu garde le roi en sainteté. Ceux qui veulent se faire voir de leur roi sont là. On reconnaît au passage le duc et la duchesse d'Uzès, le comte de Gramont et la comtesse, monsieur de Saint-Luc et madame, monsieur de Toulouse, monsieur de Brande, tous les petits vicomtes et hobereaux de l'Angoumois avec leurs épouses et leurs descendances. Malheur à ceux qui ne seront pas là. Le bailli, marquis de Valette, est ému de faire le premier allégeance au roi. Je prends les œufs de la Castille, je suis votre frère, gouverneur sans roi. Les rois, les reines et les duchesses, les princes et les ducs, avec toute la cour. Après ce temps de château, les bourgs, la forteresse, bars, donjons, créneaux, enfin, vieux murs et tout. Le duc d'Épernon préfère en guise de serment de fidélité faire réciter des vers à un vieux troubadour. Louis XIII le juif, Louis XIII le bien-aimé. Je vois qu'à dit le roi, l'honneur reste intacte. Et
l'antiquaire royal consulte avec inquiétude son ordonnancier. La confidente de Marie de Médicis, Leonora Concini, vient d'être prise de vomissements. Il faudrait mieux éviter la saignée. L'amitié est vraie et la solution. Papa! Très bien. Encore. Tout le monde doit être attrapé par le même endroit, ça peut être plus rapide. Le roi vient d'inviter sa suite à le suivre au monastère des Ursulines de Gambie pour visiter les dames pensionnaires et les réconforter de sa présence. Et on prend une
Les seigneurs qui ont faussé compagnie à leur souverain en profitent pour faire moult révérences devant de gentes dames. Tu lui fais la révérence? La fête est terminée, le cortège royal est en route pour la Rochefoucauld. Les bonnes vieilles ont repris leur place à l'ombre des halles sans savoir que celui que Villebois venait d'accueillir allait devenir ce grand serviteur de la France, préparant les voies de l'avenir en lui sacrifiant jusqu'à sa propre gloire.